Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle séance de Sunday French Speaking Series organisée par Shub Language Academy en partenariat avec le French House Jaipur. Et aujourd'hui, le thème s'intitule l'alimentation équilibrée. Nous avons de la chance d'avoir avec nous notre experte, Cécilia. Bonjour Cécilia, merci d'être venue. Bonjour, merci de m'avoir invitée, c'est gentil. Alors, peut-être vous la connaissez déjà, Cécilia, elle est française, elle est professeure de français, anglais, ainsi qu'experte en tourisme. Elle parle hindi, elle connaît très bien notre pays, Inde, et elle possède ses compétences professionnelles, c'est une personnalité agréable et charismatique. Et aujourd'hui, on va parler sur le thème l'alimentation équilibrée avec elle. C'est un thème qui nous concerne tous. Et juste pour contextualiser un petit peu, aujourd'hui, l'alimentation équilibrée est devenue une priorité pour de nombreuses personnes cherchant à améliorer leur santé. Avec l'augmentation des maladies liées à la malbouffe et au mode de vie sédentaire, les gens prennent conscience de l'importance de manger varié et nutritif. Les fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres sont au cœur de cette démarche. De plus, de nombreuses initiatives promeuvent la réduction de la consommation de sucre, de sel et de gras saturés. L'équilibre alimentaire est également essentiel pour maintenir une bonne énergie, renforcer le système immunitaire et prévenir les maladies chroniques comme le diabète et les problèmes cardiaques. Voilà, c'était juste pour contextualiser un petit peu. Et maintenant, nous allons commencer. Il y aura quelques questions qu'on va vous poser, Cécilie, et après, on va ouvrir la séance pour tout le monde, pour que tout le monde puisse partager leur opinion, leur point de vue. Alors, pour commencer, on aimerait bien vous poser la question, Cécilia. Qu'est-ce qu'on comprend par l'alimentation équilibrée? Comment vous voyez ce phénomène qui s'évolue dans le monde partout avec la malbouffe? Parce on dit que dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Alors, pour commencer ça. C'est vrai. Bon, donc déjà, effectivement, merci Jed de me recevoir à nouveau et puis merci à la Shub Language Academy qui organise plein d'événements comme ça. C'est vraiment très agréable. Et c'est vrai que pour l'alimentation, surtout en France, c'est un thème qui est assez important. C'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur. Et c'est vrai qu'on le voit quand même assez fréquemment. On a une évolution de cette consommation qui a quand même beaucoup à voir avec l'investissement que l'on souhaite donner à son alimentation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est quand même dans une société où on passe un temps assez important sur nos réseaux sociaux, sur nos ordinateurs, etc. Et on est pris dans une routine qui va être assez énergivore, qui va être totalement chronophage aussi. Et on va moins se donner le temps de se préparer à manger, etc. Alors que c'est vraiment quelque chose de très essentiel. En France, vous savez, nous on s'assied autour de la table pour dîner, etc. Et pour nous, c'est au-delà d'un moment pour se sustenter, hein, au-delà de simplement manger, pour nous, c'est vraiment un moment de partage. C'est extrêmement important de pouvoir partager ces moments ensemble, de cuisiner ensemble, de manger ensemble et en plus de partager quelque chose qui va nous faire plaisir. La malbouffe, c'est quelque chose qui se développe malheureusement de plus en plus, effectivement, en France, dans toute cette société très occidentale, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et qui, j'ai l'impression toutefois, grâce au voyage que j'ai pu faire, que l'Inde était encore un tout petit peu protégée par rapport à ça. J'ai l'impression que cette évolution se fait un peu plus doucement là-bas, heureusement. Mais du coup, effectivement, c'est un sujet qui est primordial pour nous, cet équilibre à apporter. Déjà, comme vous l'avez notifié, voilà, qui va être incroyablement influent sur notre système immunitaire, sur notre énergie, sur notre humeur aussi, beaucoup, et notre santé globale. Absolument, vous avez raison, Cécilia. Et vous avez bien évoqué les deux points importants qui sont contradictoires aussi. D'un côté, on nous demande de travailler, on est vraiment dans le cercle vicieux de mettre au boulot dodo. De l'autre côté, on doit passer du temps ensemble parce que c'est pas seulement les repas, mais c'est vraiment passer des moments agréables entre la famille. Mais comment trouver un équilibre entre les deux parce qu'on travaille
Et donc, on n'a pas assez de temps pour préparer les repas à la maison, pour passer du temps ensemble. Que faut-il faire pour établir un lien entre les deux? C'est vrai que c'est compliqué. Du coup, il faut avoir le temps de pouvoir couper véritablement aussi. Par rapport au travail, effectivement, c'est compliqué parce qu'on a du mal à se couper de plus en plus du travail, mais au final, c'est tellement important d'avoir cette séparation, de se dire, bon, allez, cette fois, ça c'est terminé et maintenant je me consacre à ma famille. Et c'est vrai que ces valeurs-là, nous, on essaye de les propager le plus possible, mais les valeurs de famille, ça c'est des discussions. Les valeurs de famille sont très importantes et très impliquées en Inde. Elles ont tendance à se perdre un peu plus en France. Mais d'une part, c'est un choix qu'on va faire. Donc, évidemment, pour pouvoir passer ce temps ensemble, pour pouvoir prendre le temps de préparer, etc., il va falloir faire des sacrifices ailleurs. Et essayer de faire ce choix d'avoir une alimentation équilibrée et des moments qu'on va pouvoir partager ensemble. Et c'est vrai que je trouve ce qui est assez complexe en Inde, c'est que les plats sont en eux-mêmes très préparés. Même la préparation du chai, elle prend un certain temps. Il faut le chapati, il faut le hadrak, tout ça. Ça prend un petit peu de temps, tout ça. Nous, on est dans une société où on a tendance de plus en plus à pousser vers tout ce qui est préparé. On veut un thé, bon, bah, on va prendre un sachet de thé instantané. On veut un plat, bon, vite, on va aller prendre un plat qui est préparé. Et malheureusement, effectivement, on a un gain de temps, mais il faut se poser la question, à quoi il va me servir ce temps supplémentaire? Est-ce qu'il va me servir à passer du temps avec mes proches ou est-ce qu'il va me servir à être dans cette société de consommation et dans cette société de plus en plus énergivore où on nous crée des besoins qui ne sont pas véritablement là? Absolument. C'est-à-dire, il faut se demander où est-ce qu'on va. D'un côté, on a du temps pour passer du temps avec sa famille. De l'autre côté, c'est la surconsommation. Et c'est bien évident, même, je dirais, c'est un phénomène mondial. Vous dites, Cécilia, qu'en Inde, vous trouvez qu'on est un petit peu loin de les impacts négatifs, néfastes de la malbouffe. Mais les autres, après, bien sûr, vous pouvez toujours nous parler de vos expériences, qu'est-ce que vous en pensez. Mais Cécilia, j'aimerais bien vous poser cette question par rapport à je dirais, vos voyages indiens, ce que vous avez entrepris en Inde. Comment vous trouvez la différence entre, vous avez bien parlé de cet exemple, préparer du chai, le thé, ça prend du temps. Et quand on le prépare, non seulement il y a des ingrédients, mais il y a aussi des émotions. Et ça, c'est important d'en parler parce qu'à travers les émotions, on peut vraiment établir les liens d'amitié, on peut tisser des liens éternels. Alors, quand on parle de ce pays, notre pays, l'Inde, vous avez dit que ce n'est pas encore la même situation dans les pays occidentaux, on dirait ça, mais on dirait plutôt qu'en Inde, il y a une grosse influence de la malbouffe aussi. Qu'est-ce que vous avez observé par rapport à la France en Inde? Alors, c'est vrai que j'ai eu quand même l'occasion de voyager dans plusieurs États. J'ai eu beaucoup de chance. Et donc, évidemment, j'imagine surtout les nouvelles générations vont être un petit peu plus dans ce piège-là de malbouffe, etc. Mais en comparaison, vraiment, je parle en comparaison, ne serait-ce que la quantité de fast-food présente en Inde. Alors effectivement, si on va effectivement en allant à Delhi, etc., on va trouver des fast-food, mais je trouve qu'il y a beaucoup de villes qui sont encore protégées de ça. Tandis que malheureusement, de nombreuses villes, même des villes moyennes, hein, des villes de 20 000 habitants qui sont des villes assez moyennes, vont quand même toujours avoir ce genre de propositions. En France, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas. En Inde, ce que vous avez, ce sont plus de ce que j'ai pu observer, hein, vraiment. Ce sont plus les petits stands, mais tous ces petits stands, moi j'adore ça, je m'arrête, je prends mon petit chai, je prends mon petit samosa, etc. Et ce sont des bonnes choses qui sont quand même à l'intérieur. On a quand même quelqu'un qui est derrière, qui prépare, et non pas juste une chaîne industrielle où on va recevoir les ingrédients précuits et juste mettre tout ça dans la friteuse. Du moins,
vraiment en comparant les deux sociétés, moi, c'est quelque chose qui me frappe un peu plus. Pour vous donner un exemple tout bête, nous, en France, on est très café, on aime bien s'asseoir dans un café, prendre le temps de déguster le café, même si c'est un tout petit café, parce qu'en général, on a ces shots d'espresso. Il faut vraiment s'asseoir pour le déguster. Et au cours des dernières années, on a eu l'émergence de tous ces géants américains, notamment Starbucks de Seattle, etc., où on n'a même plus le temps. On rentre, on attrape, on ressort et on marche en même temps. Et ça, malheureusement, jusqu'à il y a quelques années, la France était quand même très exemptée de ce genre d'attitude et ça devient de plus en plus fréquent parce qu'on ne veut pas prendre ce temps. On va arriver très limite pour aller au travail, on va dire mais non, mais j'attrape et puis je pars, alors qu'avant, on se serait autorisé 5 minutes pour s'asseoir et prendre ce temps parce que, comme vous le dites, tous ces produits, c'est préparé avec amour en fait. Et ça permet des échanges lorsque l'on va dans un café ou même effectivement se prendre un stand. On a le temps de discuter comme ça, de s'intéresser à l'autre, de s'intéresser à l'humain. C'est pas juste attraper quelque chose, c'est vraiment avoir un échange. Ça, c'est important aussi. Et j'avais l'impression que c'était un peu plus préservé en Inde, du moins là où je suis allée. Oui, tout à fait, absolument, vous avez raison. Et quand on parle des habitudes alimentaires, on voit qu'il y a un grand changement partout. Quand vous parlez de France, on voit qu'en 2010, on a vu que la gastronomie française fait partie du patrimoine culturel immatériel et de l'humanité. Alors, d'un côté, on a cette réputation et de l'autre côté, on voit qu'on n'a pas le temps vraiment de goûter et de régaler tout ce qui est là autour de nous. Et donc, comment comprendre ce paradoxe entre les deux situations? C'est vrai, c'est un vrai paradoxe. Et c'est quelque chose d'assez générationnel, j'ai l'impression quand même, parce que si on regarde un petit peu, les jeunes surtout, voilà, vont être dans cet esprit un petit peu de groupe et aller vers quelque chose qui soit un peu moins cher aussi, parce que malheureusement, une alimentation qui soit équilibrée, ça a un coût aussi. Mais dans un pays assez fiers, on est quand même très fiers en France de base déjà, on est des gens assez fiers, mais en plus quand il s'agit de la gastronomie, c'est quelque chose qu'on met très en avant. On a l'impression désormais si on va dans un restaurant, on a l'impression que ce sont davantage les étrangers, les touristes, qui viennent profiter de notre gastronomie plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que nous, on va dire non, mais c'est pas grave, bon, j'attrape ça, j'ai pas le temps, à la maison, vite, fais quelque chose rapide, alors que les étrangers vont arriver et essayer vraiment de goûter cette gastronomie française. Et c'est un vrai paradoxe parce que si les Français, on ne savoure plus cette gastronomie, on perd notre propre héritage culinaire et c'est quand même assez dommage. Oui, on comprend ça, mais je dirais c'est partout pareil, mais c'est vraiment inquiétant parce qu'il y a des effets négatifs sur la santé. Ça, c'est quelque chose d'alarmant. Ça me fait penser ce que quand vous dites que autrefois, jadis, c'était pas la situation et que quand on était petit, ça me fait penser à une chanson qui était écrite par Jean-Yves Dupont. C'était monsieur, un chanteur à Dijon que j'ai eu la chance de rencontrer à Dijon et qui parle des ingrédients. Par exemple, il parle de pain d'épices, la moutarde, des choses comme ordinaires, mais qui font partie de la culture française. Et donc, dans sa chanson, il écrit à propos du pain d'épices, il écrit quand ma grand-mère préparait le boîtier, toujours elle s'enfermait car sa recette reste secrète. Et donc les enfants étaient vraiment, ils voulaient connaître c'est quoi la recette et donc il y avait ce jeu de cachette et la grand-mère préparait des choses pour les enfants. Et donc maintenant tout est prêt à manger. Et donc on a vraiment évolué, on a vu que le grand changement, d'un côté on avait tout se préparer à la maison et qu'on pouvait les trouver ailleurs. Et maintenant, prêt à manger. Voilà, tout est là. Vous composez un numéro de téléphone et que vous commandez, vous le trouvez. Alors, surtout avec les enfants, Cécilia, parce que, mais quand même avec les adultes, on peut leur expliquer, on peut leur dire
dire quels sont les effets néfastes. Mais avec les enfants, c'est difficile. C'est pareil partout, je dirais. Et donc, est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène chez les enfants et comment combattre ça, si vous pouvez en parler un petit peu? Alors, c'est vrai que du coup, les enfants, ce qui est problématique, c'est qu'ils sont, ils vont réagir en fonction de ce qui les encadre, de ce qui les entoure et aussi des attitudes de leurs camarades. Et si un camarade lui dit, si on ramène un déjeuner, le camarade montre quelque chose qui est plein de gras, plein de sucre, évidemment, c'est appétissant. C'est fait pour être joli, c'est fait pour donner envie et c'est fait pour être totalement addictif. C'est-à-dire qu'évidemment, une fois qu'on tombe dans le sucre, c'est quand même très compliqué d'en sortir. Ce sont des addictions réelles. Après, ce qui est quand même plutôt bien, qui est mis en place depuis quelques années, c'est qu'on a un gouvernement qui a quand même une tendance à essayer de protéger ça, nous, en France, notamment avec des labels. Par exemple, désormais, même si vous voulez acheter un plat préparé, des biscuits, etc., on a un label sur nos emballages qui va nous donner une note. C'est un système alphabétique, mais qui va nous donner une note sur tout ce qui va être additif, sur ce qui va être donc peu naturel, les colorants, etc. Et justement, nous prévenir, attention, ça, c'est quelque chose qui sera mauvais pour la santé. Donc, les gens vont être, même les nouvelles générations vont quand même s'en rendre compte un petit peu mieux. Et aussi, ce qui est très important, c'est que on a quand même toujours cette tradition des cantines. À l'école, les cantines sont assez surveillées. Il y a énormément de règles par rapport aux apports nutritionnels. Il faut toujours qu'ils aient des protéines, des légumes, etc. Donc, de ce point de vue-là, on a vraiment un État qui essaye d'apporter des bases, même si ces bases ne sont pas présentes à la maison. Parce qu'encore une fois, bien manger, ça a un coût. Et donc, le fait d'aller à cette cantine, un repas à la cantine va coûter, selon les villes, entre 2 et 3,50 €. Ce repas-là, il va permettre d'apporter en plus souvent des produits qui sont locaux. Il y a énormément de mairies qui gèrent ces approvisionnements avec des produits locaux, des fois qui emmènent même, qui poussent les enfants lors d'activités scolaires à aller ramasser même des pommes de terre, des choses comme ça, etc., qui seront préparées ensuite à la cantine pour leur montrer, parce que c'est très important aussi de leur montrer que ce qu'ils consomment ne sort pas de boîtes de conserve. On a la chance, comme en Inde, ça j'aime beaucoup aussi, d'avoir des marchés en Inde. C'est vrai que c'est quand même tellement agréable d'aller se promener à Jaipur, d'aller à côté du temple et de voir tous ces marchés, de pouvoir acheter ses fruits, ses légumes, que les nouvelles générations comprennent aussi que tout ceci, c'est un travail, que ça n'arrive pas comme ça, que ça vient de la terre, qu'il faut respecter cette planète aussi pour pouvoir continuer à consommer. Et du coup, on a quand même beaucoup de chance avec les mairies, les écoles et le gouvernement qui font en sorte de dire attention, il faut quand même se rappeler d'où ça vient. Tout à fait, absolument. Je pense que quand vous parlez de ce terme sensibilisation, ça c'est quelque chose de très important et ça commence à bas âge. Quand on va commencer à sensibiliser les enfants, ils vont comprendre d'où vient ce produit-là, ce fruit-là. Et donc, si c'est du marché local et comme vous avez dit à propos des initiatives proposées par le gouvernement, par exemple, au moins 5 fruits et légumes par jour, 5 portions plutôt de ces aliments-là qu'on doit manger. Quand vous parlez de ce terme, les marchés locaux, alors il y a aussi les produits bio, mais il y a une question de coût. Alors, le coût, c'est quelque chose qui nous décourage un petit peu parce que quand ça se produit d'une façon énorme, le prix va diminuer parce on a des produits chimiques là-dedans. Mais quand c'est bio, il y a le prix. Donc, comment on va aller vers ce côté-là parce que c'est pas abordable pour tout le monde. Et donc, comment vous voyez ça? C'est vrai que surtout, nous, on a énormément de normes, c'est très régulé, et les normes ne sont pas nécessairement les mêmes selon les pays. Donc, il y a aussi de l'importation
les agriculteurs français, ben nous, vous savez, on est un peu le pays des manifestations, on est un petit peu le pays de la révolution, hein. Donc, cette année, on a eu énormément de problèmes au niveau des agriculteurs français parce qu'ils sont soumis à beaucoup, beaucoup de normes, ce qui a un coût et ce qui fait qu'effectivement, bah, leurs produits sont plus chers, alors que les pays autour ne sont pas nécessairement impliqués dans ces régulations-là. Ils peuvent du coup consommer plus, utiliser davantage comme le glyphosate, comme des produits comme ça qui désormais sont totalement révoqués en France. Ça a un jeu effectivement sur le coût. Donc après, malheureusement, le coût de la vie, ça reste quelque chose de central pour tout le monde. Et on va retourner sur cette idée de priorité. Tout à l'heure, on parlait de prioriser son temps avec sa famille, avec le temps de cuisiner, de prendre le temps de bien faire, etc. Donc, il faut aussi prioriser son budget, se dire, bon, est-ce que je préfère pas mettre de l'argent dans quelque chose qui soit bon pour moi plutôt que dans autre chose? Mais c'est terrible d'avoir à faire ce choix, évidemment. Depuis le Covid, au final, lorsque beaucoup de gens sont restés à la maison, on a quand même une tendance un petit peu plus traditionnel à revenir vers quelque chose où on va vouloir cultiver un petit peu soi-même aussi. En France, on a l'émergence depuis le Covid de jardins partagés. C'est-à-dire que moi, je suis en région parisienne, je n'habite pas à Paris, mais je suis en banlieue parisienne. Et que ce soit Paris ou en banlieue, nous sommes environ 10 millions. Et nous n'avons pas de jardin, nous n'avons pas de balcon. C'est impossible d'avoir un espace extérieur. Et ce qui est mis en place, c'est que des terrains qui étaient autrefois des terrains vagues, des terrains non utilisés, ont été remis en état pour permettre d'avoir des sortes de coopératives de personnes, de citadins qui vont partager ces espaces, notamment pour faire pousser et partager ça. Donc, peut-être la solution à ces coûts qui augmentent, c'est aussi tout simplement ce partage-là et cet échange. On pourrait repartir sur un système de troc. Voilà, un tel a des poules, peut donner des œufs, un tel a des courgettes, peut donner des courgettes. Et on repart vers quelque chose d'un petit peu plus sain comme ça actuellement. J'espère que ça va durer. Tout à fait. Non, non, absolument. Parce que vous voyez, ça nous donne la possibilité de se connecter avec la nature aussi et d'être les décroissants parce que vraiment les gens qui se connectent avec la nature, qui s'intéressent à produire moins en moins et surtout avec le fait qu'il y ait des potagers, on va pousser ses propres légumes et aussi, comme vous venez de dire, à propos des jardins partagés, pourquoi pas. Alors, ce sont les manières, les astuces qu'on peut vraiment employer pour aller vers la nature et pour se sauver et sauver les futures générations. Ouais. Oui. Voilà, on va ouvrir la séance si les autres, vous avez des questions ou bien si vous vous intéressez à nous parler à propos de vos habitudes alimentaires ou quels sont les problèmes auxquels vous faites face. Mais avant de le faire, je vais partager un petit document qu'on a préparé pour nous tous, où on a mis quelques expressions qui vont être utiles pour nous. Je vais partager ça et puis on va vous écouter les autres avec vos expériences ou bien si vous avez des questions pour notre experte. Alors, je pense que c'est visible pour vous. Alors, on voit que en ce qui concerne une alimentation équilibrée, on peut utiliser ces termes-là. Mieux vaut prévenir que guérir. Il est préférable d'adopter une alimentation saine pour éviter les maladies. Comme je disais au début, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Alors, ce que l'on consomme reflète souvent notre style de vie et notre état de santé. Ça, c'est important. Et puis aussi, un esprit sain dans un corps sain. Une bonne santé physique, notamment grâce à une alimentation équilibrée, favorise aussi la santé mentale. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Ça, on voit vraiment autour de nous, les gens, ils ne savent pas où s'arrêter, comment s'arrêter, mais on se bouffe, voilà. Et l'alimentation doit être fonctionnelle et équilibrée, pas excessive. Et qui veut voyager loin ménage sa monture. Voilà, ça c'est important parce qu'on voit que pour rester en bonne santé à long terme, il est important de prendre soin de son corps, notamment à travers une alimentation équilibrée. L'eau est la meilleure des boissons. Voilà, l'eau est essentielle à une alimentation saine et elle doit être privilégiée. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, puis
Ça, c'est intéressant aussi. Manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. On aimerait bien écouter les autres. Quelles sont vos habitudes alimentaires? Comment vous mangez comme un roi, comme un prince ou bien un pauvre? À quel moment de la journée? Et après, mieux vaut une petite quantité de bonne nourriture qu'une grande quantité de malbouffe. Et à la fin, ça va sans rien dire que la santé, c'est la première richesse. Voilà. Voilà, c'est ça que j'avais à partager avec vous. Les autres, Cécilia, si vous avez quelque chose à nous dire à propos de ces expressions, surtout celles qu'on a vues, manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Qu'est-ce qu'on Alors, peut ajouter? non, c'est vrai, ce sont des expressions qui sont très, très fréquentes ici. Et clairement, d'un point de vue nutritif, c'est voilà, manger comme un roi le matin, etc. Évidemment, ça va nous aider à tenir la journée. Plus la journée avance, moins on a besoin d'énergie. Mais d'un point de vue pratique, c'est vrai que, comme on parlait de sociabilité, etc., le repas qu'on partage en famille, en général, c'est le repas du soir. Donc, on a quand même tendance à faire quelque chose de... C'est typiquement français parce que nous, on a du sucre le matin, ce qui est quand même assez peu fréquent. Vraiment, la France et l'Italie sont principalement les seuls pays qui vont faire du sucré le matin. Mais du coup, effectivement, nous, dans nos habitudes alimentaires, on va avoir tendance à avoir un petit déjeuner qui sera relativement léger. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir un petit creux du coup. Donc, à midi, on va manger quand même de manière assez importante. Surtout, vous savez que dans les pays latins, il y a beaucoup de pays qui font la sieste. Alors, du coup, c'est vrai qu'on n'hésite pas à s'alourdir un petit peu. Et puis, comme en France, nous avons quand même la chance que cette culture culinaire soit très importante. On a des pauses déjeuner qui sont un petit peu longues et qui peuvent nous permettre de digérer aussi. Nous avons aussi un petit encas l'après-midi, souvent, autour de 4 heures. C'est quelque chose qui est très fréquent pour les enfants, on appelle ça le goûter, mais les adultes le font un petit peu aussi, même si c'est juste un petit biscuit, quelque chose. Et le soir, le dîner est en général moins lourd que le déjeuner, mais ça reste un moment convivial. Donc, c'est quelque chose qui va durer un petit peu et qu'on va essayer. C'est là où on est à la maison et on peut faire les choses bien. Donc, en pratique, on serait plus comme un pauvre le matin, comme un roi le midi et comme un prince le soir. Mais c'est vrai que d'un point de vue sanitaire, ce serait mieux de faire l'inverse, comme l'expression le veut. Tout à fait, très bien. Merci Cécilia. Les autres, si vous avez quelque chose à partager avec nous, quelles sont vos habitudes alimentaires dans vos familles? Est-ce qu'il y a des challenges, il y a des défis auxquels vous faites face, surtout avec les enfants? Et parce que ce sont les problèmes qu'on voit partout, c'est devenu un phénomène mondial. Alors, je vois Tanuja. Allez-y, Tanuja. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suis d'accord avec madame et vous, et aussi avec Hippocrate qui a dit que ton aliment soit ta seul médecin, mais il y a un grand mais, chez nous, c'est une famille élargie. Alors, il est trop difficile de satisfaire les papiers de tout le monde. L'un a besoin de poisson, alors que l'autre est allergique au poisson. Le troisième préfère le poulet, tandis que le quatrième ne mange que des légumes. Peu importe combien de plats on prépare, il est impossible d'offrir à toute la famille leur plat préféré en même temps. Et les livraisons à domicile donnent le sentiment d'être habilité. Comme monsieur a dit déjà, cuisiner, ce n'est pas agiter la spatule dans la marmite. C'est un processus long et fatigant. Il commence par acheter des ingrédients et il finit par nettoyer, ranger la cuisine. Et il y a une pléthore de choses entre les deux. Et on fait cela au moins 2 fois par jour. Pour moi, malbouffe, tout ce que n'est pas préparé dans ma maison n'est pas de alimentaire. C'est une petite pause bienvenue de tâches quotidiennes.
Très bien. Merci Tanuja d'avoir partagé vos points de vue avec nous. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est la grande question que les gens qui préparent la cuisine à la maison, surtout les femmes en Inde, elles posent. Ma maman, elle se posait cette question, qu'est-ce que je vais préparer ce soir? Parce que, comme vient de dire Tanuja, c'est une grande question. Quelqu'un veut manger ceci, l'autre veut manger cela. Il n'y a jamais une unanimité entre pour la décision, ce qu'on doit préparer. Voilà, donc c'est une réalité. Il est très difficile quand on travaille dehors de la maison. Oui, c'est vrai, absolument. Et les autres, encore la question de malbouffe, parce que vous comprenez très bien ce que c'est la malbouffe. Alors, qu'est-ce que vous faites chez vous en ce qui concerne la malbouffe? Ok, mais il y a des gens. Oui, Govindan, allez-y. On aimerait bien vous écouter. Oui, bonsoir, Monsieur Jay, bonsoir Cécilia, bonsoir tout le monde. J'ai une autre question. Je voudrais poser une question de l'expression le régime méditerranéen. Qu'est-ce qu'en pensez-vous? Parce que il me semble que le mot est mal entendu, mal compris. Pour moi, c'est manger quelque chose à côté de la mer Méditerranée. Est-ce que vous pouvez éclairer quelque chose sur le sujet, s'il vous plaît? Jay, vous y allez ou vous voulez que je... Vous pouvez expliquer. Oui, Cécilia, allez-y. Vous pouvez nous expliquer ça. Alors, quand on parle de régime méditerranéen, effectivement, c'est pas nécessairement lié au fait d'être au bord de la mer. Déjà, c'est une cuisine exclusivement à l'huile d'olive. Oui. Oh. Le haut de l'Europe et le bas de l'Europe, et la France aussi, du coup, se bagarrent un petit peu entre le beurre et l'huile d'olive. C'est-à-dire que véritablement en France, selon la façon dont vous cuisinez, on pourra vous dire d'où vous venez. Oui. Et donc le régime méditerranéen, c'est un régime à base d'huile d'olive avec beaucoup de légumes du soleil. C'est ce qu'on appellera des légumes du soleil, donc tout ce qui va pousser, donc beaucoup de tomates, de courgettes, etc. Donc c'est beaucoup de légumes. Quelque chose avec beaucoup d'huile d'olive qui va apporter aussi des oligo-éléments, etc. Et potentiellement du poisson, effectivement, parce que vous êtes au bord de la mer, mais pas exclusivement. Par exemple, les Bretons qui habitent au bord de la mer, mais dans le nord, il vaut mieux ne pas leur parler de régime méditerranéen. Ils ne seraient pas contents. Ils cuisinent exclusivement au beurre et du coup, ils seraient très fâchés. C'est le locavorisme, comment vous recommandez le concept, l'idée du locavorisme? Manger les produits frais et locaux, par exemple, dans le propre habitat, in one's own place, for example. Instead of copying something from the Occident, pourquoi pas avoir quelque chose produit, cultivé dans votre village? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne idée, effectivement. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Si on peut avoir quelque chose de local, ça n'empêche pas d'avoir envie de fraises, de choses comme ça qui viennent de très loin, mais effectivement de prioriser ce qui va être local. Et au final, quand on y pense, on a eu depuis une centaine d'années, on a une mondialisation, on a un phénomène de globalisation, mais au final, cette question-là,
pendant plusieurs millénaires, elle ne s'est pas posée. On a mangé ce qu'on a cultivé, ce qui était accessible autour de nous. C'est une question très nouvelle. Et aujourd'hui, en particulier, avec l'impact écologique de tous ces transferts, on revient vers quelque chose de plus local. Donc, peut-être que cette mondialisation un petit peu culinaire, elle a atteint ses limites quelque part et qu'on va retourner vers quelque chose de beaucoup plus local, effectivement. Retourner à nos anciennes habitudes. Absolument, oui. Absolument, je suis d'accord avec vous. C'est un autre concept de mondialisation, de globalisation. Tout le produit est disponible partout. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est... Nous, on dit qu'il faut consommer de saison. Oui. Ça n'empêche qu'effectivement, si je passe devant un étal de marché et que nous sommes en plein hiver et que je vois une barquette de fraises, je vais la regarder quand même. Je vais dire, elles ont l'air bonnes. Mais il ne faut pas. Merci beaucoup. Très bien, merci Govindan, merci Cécilia. Alors, Kashmira, allez-y, vous voulez dire quelque chose? Oui, vous avez déjà parlé beaucoup sur alimentaire, mais je voudrais ajouter quelque chose. Oui. Moi aussi, je préfère alimentaire sain. Je déteste le malbouffe. Même quand j'étais jeune, j'ai toujours détesté la malbouffe. Et à l'avenir aussi, je vais détester la malbouffe. Mais je n'encourage pas les jeunes à manger la malbouffe. Même mes filles, ils ont adoré le chips, les frites et le McDo, mais c'est toujours en limite. Parce que moi, je prépare toutes les choses à la maison. Comme on dit le bhel puri, le pav bhaji, n'importe quelle chose, je peux préparer à la maison pour mes enfants. Maintenant, elles ne sont plus là, mais avant, j'ai tout préparé à la maison. Et j'aime l'expression idiomatique, la santé, c'est la richesse. C'est vrai. Sans la santé, l'argent, il ne vaut pas la peine d'avoir beaucoup d'argent et pas la santé. Si vous êtes en bonne santé, en meilleure santé, vous pouvez profiter de votre argent. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, la santé doit être la première priorité. Et manger équilibré, les 3 repas aussi, c'est correct. On doit pratiquer ça. Mais moi, je ne mange pas le petit déjeuner. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je mange juste quelques fruits quelquefois et le déjeuner et le dîner. Oui, mais le dîner doit être léger, mais pour moi, c'est pas trop léger. Mais maintenant, je me suis habituée à cette façon d'alimentation. Et ce que vous dites aussi, c'est correct. On doit manger le petit déjeuner comme le roi et le déjeuner comme la reine et le dîner comme le prince. Donc, malbouffe, c'est un mot qui, je ne connais pas ce mot et je ne voudrais pas connaître ce mot. Ce n'est pas dans ma dictionnaire. Je déteste ça. D'accord. Merci. Très bien, merci Kashmira. Vous avez raison, parce que c'est vrai que la santé, c'est la première richesse. Et de préparer, enfin, la malbouffe, bien sûr, la restauration rapide d'une façon, je dirais plutôt faite à la maison. Et donc, ça va être, il y aurait des ingrédients beaucoup plus nutritifs par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, dehors. Donc, ça, vous faisiez avant, c'est très bien. Alors, il y a aussi une question par Smruti. Je vais lire ça pour vous, Cécilia. Ou Smruti, vous voulez dire, ou bien je peux lire ça pour vous?
Oh, je peux le dire, je n'étais Oui, pas sûre si allez- j'aurais la chance de demander la question, c'est pourquoi je l'ai écrit. En fait, allez-y. bonjour Cécilia, je crois que c'est déjà l'après-midi chez vous, non? Oui, oui, oui. Voilà, alors bonjour. Je vais lire ma question moi-même. Alors, merci d'avoir partagé vos points de vue sur ce thème. En Inde, surtout, avant peut-être une dizaine d'années, les femmes restaient chez elles. Alors, elles s'occupaient de l'alimentation et autres tâches ménagères. Je crois que vous le savez déjà, ce système de comment ça marche dans les familles indiennes, comme vous avez visité l'Inde, voilà. Mais maintenant, les femmes et les hommes, les deux travaillent. Et par conséquent, on est fatigué, on n'a pas assez de temps de cuisiner, etc. Et alors, on dépend sur les plats préparés. Donc, que pensez-vous? Est-ce que vous avez la même observation? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette question. Effectivement, elle est très intéressante. Il y a une expression en français qui s'appelle le partage des tâches. Voilà. Le partage des tâches, c'est-à-dire que ces messieurs se mettent au travail aussi. On a tous des choses dans lesquelles on est plus à l'aise. Parfois, on sait faire à manger, parfois, on n'y arrive pas, parfois, on n'a pas la patience, etc. Mais on peut partager les tâches. C'est-à-dire que les nouvelles générations, effectivement, comme tout le monde va travailler, l'homme se met à faire le ménage aussi. Si l'un fait à manger, l'autre fait en général la vaisselle, ou on peut faire à manger à deux aussi. Ça, c'est quelque chose qui est devenu très commun en France. Ma génération, moi j'ai 37 ans, ma génération, les hommes font à manger, les hommes vont faire le ménage. Alors des fois, il faut leur demander, on est bien d'accord. Hein. Mais ils vont le faire. Mais si je vois la génération de mon papa, lui ne fait pas à manger, il ne sait pas faire à manger. Et s'il fait le ménage, c'est avec beaucoup de volonté, mais pas très bien. Donc il faut recommencer derrière. Mais je pense que les nouvelles générations vont s'ouvrir à ça parce qu'on a aussi une compréhension de l'autre et on a peut-être une ouverture d'esprit qui est un petit peu différente et on voit bien que l'autre est fatigué. On a tendance en France désormais à aussi préparer les choses en avance. C'est-à-dire que on va potentiellement faire une quantité qui sera un petit peu plus importante. De manière à en proposer pour plus tard, congeler, conserver, etc. Je conçois bien qu'avec des enfants, ça peut être complexe puisque les enfants n'ont pas forcément très envie de manger la même chose deux repas de Voilà. Mais en France, on parle beaucoup de l'art de cuisiner les restes. D'accord. Si je vous donne un exemple qui est tout bête, nous avons un plat en France, ça s'appelle le pain perdu. Le pain perdu, c'est quelque chose de très, très simple. Et lorsque je voyage, notamment aux États-Unis, c'est un plat qui est proposé dans des restaurants gastronomiques, qui est vendu très cher, alors que le pain perdu, c'est ce que nous allons faire avec le vieux pain. On le met dans du lait et on le fait frire avec de l'œuf et c'est terminé. Et donc, c'est une façon pour nous de réutiliser ce qui n'a pas été utilisé auparavant. Donc, l'art de cuisiner les restes. On essaye de dire, bon, on a un peu plus, on va changer un tout petit peu la recette, mais on va faire la même chose. Si, par exemple, vous faites, nous avons beaucoup de ratatouille, ça, c'est dans le régime méditerranéen. En l'occurrence, la ratatouille, ce sont des légumes que l'on va cuire avec une sauce tomate, qu'on peut servir avec une viande, avec du riz, peu importe. S'il vous en reste, on va faire une pâte à tarte et on va faire une tarte avec la ratatouille, par exemple. Donc, on va avoir tendance comme ça à cuisiner plus et à réutiliser d'un jour sur l'autre, mais donc tout en demandant à monsieur d'éplucher les légumes, de couper les légumes. Dans la tradition indienne, c'est difficile, même aujourd'hui, de demander les hommes de faire des tâches de ce genre-là, mais voilà, on essaye tout de même. Hein? Oui, c'est pour ça qu'en France, nous avons des gros manches à balai
pour frapper. Ici, c'est même pas permis si on habite avec nos beaux-parents. Hein. Je sais bien. C'est vraiment mais merci d'avoir répondu à ma question. Merci. Merci Smriti. Merci Cécilia. Ça me fait penser à pour le petit déjeuner, mais en Inde, c'est le reste des chapatis qu'on prépare le lendemain. Mais c'est la même chose, mais il faut les couper et après il faut les mettre, il faut les faire frire et il faut ajouter des épices. Voilà. C'est très bien le lendemain. Voilà. Et je vois Champa. Champa, allez-y. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames, bonjour à tous. Bonjour. Je pense que c'est obligatoire pour avoir un potager dans toutes les maisons. S'il y a le potager, on peut cultiver beaucoup de plantes, mais il y a la question d'intérêt. La personne doit être intérêt pour cultiver. C'est par exemple, dans ma maison, ma mère, elle a un potager, elle cultive plusieurs plantes et elle donne l'autre personne aussi, les fruits et les légumes, tout ça. Elle gagne l'argent aussi avec partager. Il y a ma tante, elle a un potager, elle est le food cultivation. Elle cultive plusieurs plantes et beaucoup de échecs aussi dans la cultivation. Elle est pratique maintenant comment cultiver la plante et gagner les légumes, tout ça. Oui. Oui, absolument. Oui, c'est vrai, Shoba, ce que vous dites, qu'avant, il y avait, comme disait Cécilia, qu'il y avait faire le troc et donc les gens échanger et même on peut gagner de l'argent en vendant ces produits-là. Très bien, absolument. Mais on va voir si tout le monde aura un potager chez soi parce qu'après, vous voyez, avec la dimension qu'on a pour les maisons, c'est vraiment un problème de nos jours avec la modernisation aussi. D'accord. Merci, Shoba. Merci. Alors, après, nous avons Anurag. Anurag, allez-y, on aimerait bien vous écouter. Merci bien, monsieur. J'avais une question dans mon esprit. Ces jours-ci, j'ai remarqué qu'en France et même en Inde, les jeunes, ils préfèrent de manger à McDo, KFC et toutes sortes de fast-food. Donc, je voulais demander à Madame Cécilia, quelles sont les solutions que les jeunes peuvent faire pour manger bien? Parce que de l'habitude, les jeunes n'aiment pas vraiment la cuisine qui est bien faite. Ils ne voulaient pas manger bien. Ils veulent le fast-food parce qu'ils voulaient être cool avec leurs amis. Donc, quelles sont les solutions que vous pouvez nous donner? Ça, c'est un vrai problème, effectivement, parce que c'est un problème de société, du coup, c'est un problème d'appartenance. On a envie d'appartenir à un groupe d'amis. Vous savez qu'en France, on a un très, très gros problème avec la cigarette, notamment. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on sait que c'est mauvais pour la santé, mais pour appartenir à un groupe, les gens vont se mettre à fumer. Donc, effectivement, je pense que ça passe beaucoup, comme on en parlait tout à l'heure, par la sensibilisation. Déjà, au niveau de l'éducation parentale, de montrer que il n'y a rien de cool le fait de mal manger, que ça ne va pas non plus changer les relations les uns entre les autres. Mais ce qui est un problème aussi, c'est le problème du coût, parce que c'est moins cher, évidemment, de mal manger. Ce qui se passe en ce moment,
progressivement, c'est que, du moins en France, l'État va vers une taxation plus importante des produits nocifs. Donc, c'est passé effectivement, pour reprendre l'exemple de la cigarette, c'est passé par rapport à ça aussi. Maintenant, les prix des cigarettes sont très hauts pour que ce soit dissuasif. Et tout ce qui va être boissons sucrées, par exemple, les sodas, le coca, les choses comme ça, tout ceci a récemment eu des taxes supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va passer par le porte-monnaie pour que ce soit dissuasif. Parce que ce qui est attractif avec tous ces produits modifiés, c'est le prix également. Une autre chose qui peut être quand même positive, c'est justement de rendre l'alimentation équilibrée cool. Et ça, c'est quelque chose qui est fait un petit peu à travers les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a une évolution. Oui, Cécilia, pardon, excusez-moi, on ne vous entend pas très bien. Je pense qu'il y a un petit souci. Vous allez vous approcher. Oui, vous pouvez dire. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est mieux. D'accord, excusez-moi, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais je croyais que c'était avec moi, mais après, on a vu que même il y a des autres qui avec. J'ai l'impression que on essaie. Pardon, je pense que s'il y a toujours ce petit bruit quand vous parlez. Mais si vous pouvez essayer de vous déconnecter une fois et de vous reconnecter. Ça marche. Désolé. Oui. Entre-temps, les autres, vous allez partager vos expériences aussi. Qu'est-ce que vous faites à la maison? Qu'est-ce que vous préparez pour les enfants, surtout parce que c'est un grand problème. Et même pour nous, des fois, on a cette envie de manger tout ce qu'on va nommer la malbouffe. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Oui, Cécilia? Oui, Kashmira, vous voulez dire quelque chose? Ah oui, quelquefois, si on mange la malbouffe, c'est pas grave, hein? Ah, oui. De temps en temps, toujours, de temps en temps, non, mais une fois par semaine, 2 fois par mois, c'est acceptable. Mais de temps en temps, si vous mangez le fast-food, le malbouffe, c'est pas correct. D'accord. Oui. Et donc, on doit, même si il y avait une question que Shruti a posée, que quand les deux, la femme et le mari, ils travaillent, il y a une solution ici en Inde. On peut faire, comment dire, on peut avoir une cuisinière, non? Elle peut venir chez vous et elle peut faire la cuisine pour vous, ce que vous voulez. Parce qu'ici à Mumbai, ce que j'ai observé, presque tout le monde fait ça. Au lieu de prendre les plats à emporter et surcongeler comme ça, c'est toujours mieux d'avoir une cuisinière. Oui. Dépenser de l'argent sur la cuisinière, non? Tout à fait. C'est mon opinion. Oui, absolument. Ça peut être une solution. Oui, parfait. Merci, Kashmira. Oui, pardon, Cécilia, allez-y. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir une cuisinière. Les deux travaillent dans ce cas-là. Oui, c'est bien pour l'économie, c'est bien pour tout le monde. Là, effectivement, c'est très bien. Non, donc simplement, c'est vrai que aujourd'hui, on a tendance à mettre en avant sur les réseaux sociaux des jolies présentations, des jolis plats, et je pense que ça peut motiver les nouvelles générations. Les réseaux sociaux peuvent être très problématiques sur une pléiade de sujets, mais en l'occurrence, pour ça, c'est vrai que les jeunes sont très attirés par « Oh, j'ai vu cette recette sur Instagram, j'ai vu nanana sur TikTok ». Et ça peut-être amener quelque chose de bien aussi. Pourquoi pas passer par ces réseaux qui sont utilisés par ces jeunes, puisqu'au final, c'est vraiment la cible de cette question-là. Donc, peut-être en leur parlant avec leur propre langage, on peut arriver à quelque chose de plus raisonnable. Absolument.
Très bien, merci Cécilia. Oui, Anurag, j'espère que vous avez trouvé la réponse pour Oui, merci bien. votre question. Et je pense que ça prend du temps. Au fur et à mesure que les jeunes peuvent comprendre que les effets néfastes de malbouffe. Oui. Merci. Oui, absolument. Merci Anurag. Alors, je vois Champa. Champa, allez-y, on vous écoute. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Cécilia. Bonsoir tout le monde. Bien sûr, il est nécessaire de bien manger pour prendre soin de notre corps. Mais qu'est-ce qu'on mange? C'est ta question. C'est ta question. Et donc, pour moi, je crois dans l'importance d'une alimentation sattvique. Je pratique cela. Je cuisine et mange des aliments frais. Je n'avoue pas garder les restes dans le réfrigérateur parce que nous avons besoin de vitamines, de protéines et de glucides pour gérer les performances quotidiennes. Il est important de limiter les sucres, les sels et les gras pour améliorer notre santé. Pour moi, j'inclus de plusieurs types d'aliments, d'alimentation équilibrée aussi, car il aide à prévenir les maladies. Donc, pour moi, l'importance d'une alimentation équilibrée, il y a deux aspects, la santé physique et la santé mentale. Il joue un rôle clé car pour notre santé et pour la santé physique et la santé mentale, c'est le deux aspects positifs. Et pour ces raisons, il est important que nous pensions c'est important pour pour moi, je pense si vous ajoutiez les grains entiers dans notre assiette, il nous donnerait des vitamines B qui sont nécessaires pour l'énergie, la santé digestive et la fonction cérébrale. Donc, il faut que nous prenions des légumes et des fruits pour être en bonne santé, monsieur. Je crois que c'est bien, car je dis non, il est important pour penser. Oui. Je pense l'intestin, c'est comme ça, non? Intestin est le cérébral, c'est notre cerveau. C'est similaire. Je pense comme ça. Très bien, merci. Merci Champano, c'est vrai. Alors, vous dites que quand on mange léger, on peut vraiment bien penser. Donc, même, vous avez parlé de régime sattvique, c'est-à-dire manger frais, manger d'une façon légère et pas de viande, et donc les produits naturels. Oui, c'est tout à fait, parce que même avec nos habitudes, enfin, je dirais plutôt les activités physiques, comme elles commencent à se diminuer, on ne fait pas beaucoup d'activités physiques, du coup, pour bien
pour la digestion et tout ça, ça fait du bien à notre corps quand on va manger léger. Très bien, merci Champa. Alors, merci. On va, comme on est vers la fin, il y a 3 personnes pour terminer, Vandana, Rajni et Nita. D'accord? Et donc, vous allez nous poser soit des questions, soit des commentaires. Allez-y, Nita, on vous écoute. Donc, on avait juste parlé à propos des régimes alimentaires méditerranéens, etc. Et on sait maintenant, surtout après la pandémie, que beaucoup de gens souffrent des maladies différentes. Donc, on prend conscience beaucoup plus de notre nourriture. Mais je voudrais savoir de Cecilia, normalement, on pense que dans les pays européens, les gens mangent beaucoup plus de viande. Mais quel pourcentage des gens ont commencé ou préfèrent d'être végétariens? Et est-ce qu'il y a d'autres changements alimentaires? Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'idée combien de pourcentage des gens qui mangent de la viande ou beaucoup plus des légumes? Je pose la question parce que je suis allée en France avec mes étudiants sur un programme d'échange et j'ai vu que même les Français aiment beaucoup plus notre cuisine indienne. Et ils aiment les plats épicés aussi. Donc, on a vu que France qui avait mis 1 heure ou 2 heures pour manger le repas, comme vous avez dit, maintenant c'est le soir, le dîner, mais normalement on pense que c'est le déjeuner. Ils passent beaucoup de temps avec leur famille c'est un moment privilégié. Donc, est-ce que c'est la même chose maintenant où ils préfèrent le malbouffe? Parce que même les pays européens, ils n'ont pas assez de temps. Tout le monde continue à travailler. Et c'est plutôt de manger un sandwich pendant qu'ils travaillent. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des points de vue? Est-ce que vous en pensez? C'est vrai que l'activité professionnelle a un impact énorme. Ça va vraiment être très dépendant de ce que propose l'entreprise où vous travaillez, de si vous travaillez dans une entreprise ou non. On n'a pas nécessairement tous accès effectivement à une cantine, etc. C'est vrai que nous sommes très fiers de nos pains, donc tout ce qui va être sandwich, etc., qui vont, dans ce cas-là, précis, par exemple, être faits dans des boulangeries, donc avec des produits qui sont quand même relativement sains. Ça, ce sont des options qui sont quand même relativement privilégiées lorsque on va être limité en temps, évidemment. Mais c'est vrai que la plupart des gens vont quand même avoir 1 heure pour déjeuner, ce qui permet quand même d'aller s'asseoir quelque part et de profiter d'un moment. Mais c'est vrai que nous n'allons jamais au restaurant pour aller vite. Le restaurant, c'est toujours un moment de partage. Donc, si on le dit, si on veut aller vite, il faut aller à la boulangerie, il ne faut pas aller au restaurant. Donc, malheureusement, ça va vraiment être très dépendant des personnes. Mais même dans les écoles, les enfants ont habituellement au moins 1 heure, 1 heure et demie en fonction de l'âge pour jouer, pour manger, pour vraiment créer Le repas est tellement sacré qu'il faut qu'on ait du temps avant, du temps pendant, du temps après. C'est comme une espèce de rituel quelque part. Donc ça reste quand même très important, même si on fait quelque chose de rapide sur le pouce, même si moi le midi, je vais aller prendre un sandwich, je vais quand même me laisser quelques minutes avant, je vais essayer de prévoir mon agenda de manière à avoir quelques minutes avant, de m'asseoir dans un endroit, de manger et quelques minutes après. Ça, c'est quand même assez important de ce point de vue-là, de prendre un petit peu de temps. Et j'ai oublié quelle était la première question, pardon. Je voudrais savoir si vous pouvez nous donner le pourcentage des gens qui préfèrent le végétarien maintenant qu'avant.
Alors, malheureusement, je n'ai pas de chiffres en tête à vous donner, mais clairement, on est dans une consommation qui baisse totalement de viande. Les anciennes générations vont avoir tendance à manger de la viande pratiquement tous les jours. Alors, il y a la norme, c'est ce qu'on a nommé récemment d'être flexitarien. Et en fait, quelqu'un de flexitarien, c'est quelqu'un qui s'adapte. On nous dit désormais les normes, c'est de manger de la viande ou du poisson 3 fois par semaine et d'essayer de varier avec effectivement des noix, des protéines, des lentilles, des pois chiches, etc. pour obtenir le fer dont on a besoin. Mais on a de plus en plus d'options végétariennes qui arrivent, notamment des nouvelles générations, encore une fois. Les anciennes générations vont rester assez ancrées dans leurs habitudes, mais les nouvelles générations qui sont très soucieuses du bien-être animal, parce que ça joue énormément, vont avoir tendance à devenir plus végétariens. Il y a également d'autres formes de consommation qui émergent avec les végétaliens, où là, effectivement, on va rejeter toute protéine animale, mais là, c'est compliqué parce que en France, on ne propose pas ce genre de plat. On est quand même dans un pays où la gastronomie est en très développée. Nous utilisons du lait de vache, nous avons beaucoup de fromage, nous utilisons des œufs, nous utilisons du beurre. Et c'est vrai que pour les végétaliens qui vont rejeter cette utilisation-là, pour eux, c'est très complexe. Et ça peut également être un frein social. C'est-à-dire que lorsque l'on invite des personnes à un dîner, dont on parlait tout à l'heure, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On peut préparer un plat végétarien, ça c'est fait. Moi j'ai des amis indiens qui habitent en France. Si je reçois, je vais aller vers un plat végétarien. Mais le végétalien en lui-même, par exemple, va isoler un petit peu les personnes. Donc c'est un choix, mais un choix qui est coûteux. En France, c'est compliqué encore parce que, voilà, on est plutôt à majorité flexitarien, on va dire. Merci beaucoup pour avoir répondu à ma question. Peut-être ce changement est venu parce que maintenant, la nouvelle génération est beaucoup plus, il prend conscience à propos de changement climatique aussi. Et il voulait réduire l'empreinte de carbone et c'est peut-être pourquoi les gens commencent à manger beaucoup plus de légumes au lieu de viande. C'est possible parce qu'avec les SDG, that means les buts durables de UN, les 17 buts que l'UN avait, Nations Unies avait nous donné, protéger la vie en terre et marine aussi, c'est important, c'est possible. Ok, mais merci beaucoup pour avoir répondu. Très bien, merci Nita, merci Cécilia. Et pour terminer, 2 petites questions peut-être. Vandana, allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir Cécilia. Je veux poser une question. J'ai toujours un problème avec perdre le poids et j'essaie beaucoup de faire ça, mais je n'arrive pas à faire ça, je pense. Donc, il y a des amis qui pratiquent le régime kétoène ou peut-être le régime de jeûne intermittente. Donc, je veux demander si c'est un type de régime qui est équilibré selon vous ou on ne doit pas faire ça. Au lieu de ça, il faut faire de l'exercice, je sais ça. Mais est-ce que c'est une bonne idée à faire ça, vous pensez, madame? Oui. Alors, ça, c'est une question compliquée. Je pense que ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est
la typologie du corps de chacun, c'est-à-dire qu'en fonction de notre corps, en fonction de nos gènes, en fonction de notre âge, on ne va pas être égaux. Je doute fortement qu'il y ait un régime attitré qui puisse fonctionner avec tout le monde. C'est pas possible. On est tellement différents, nos corps sont différents. On peut essayer plein de choses, mais on peut s'affamer parfois et ne pas perdre un gramme. Et il n'y a pas de justice. Hein. Il n'y a pas de justice face au poids. Je pense qu'il faut juste se poser la question simplement d'être bien soi-même. Bien évidemment, c'est ce qui compte, d'être en bonne santé et ne surtout pas se comparer aux autres. Surtout, on est dans une société quand même où on nous vend une image très idéalisée, en particulier de la femme. En général, avec l'homme, on est beaucoup plus tolérant. Mais une image, voilà, il va falloir avoir des canons de beauté qui sont très spécifiques. Il faut quand même se rappeler que les canons de beauté, c'est une mode. Moi, je travaille beaucoup au Louvre avec des antiquités. Les canons de beauté des Grecs, ce sont des femmes en chair, des femmes qui sont en bonne santé, etc. Les canons de beauté, ce sont des modes, ce sont du marketing, c'est de la publicité. Ces régimes-là sont aussi sous le joug de cette publicité-là. Évidemment, il y a quelque chose de marketing autour de ça. Ce qu'il faut, c'est être bien dans son corps, choisir peut-être des aliments qu'on a plus de facilité à digérer parce que parfois on ne se rend pas compte, mais il y a des choses auxquelles on peut être allergique, auxquelles on peut être plus sensible, qu'on va digérer moins bien. Donc, arriver en fait à s'entendre plutôt que d'essayer de partir avec quelque chose de prédéfini. J'ai des amis qui ont fait des régimes keto et ça a bien marché, mais par contre, c'est encore une fois, c'est très isolant. C'est très isolant d'un point de vue social aussi, ça peut être coûteux et on ne peut plus sortir de cette routine-là. On le dit, à partir du moment où on opte pour un régime, il vaut mieux opter pour un équilibre alimentaire particulier qu'un régime au final. Parce qu'un régime, c'est toujours une parenthèse. C'est une habitude alimentaire qu'il faut prendre. Mais alors après, malheureusement, vous dire ce régime-là est meilleur ou celui-là est moins bon, je pense que c'est très, très personnel. Je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup, Cécilia. Merci Vandana, merci Cécilia. Pour terminer, Rajni, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Oui, en Inde, je pense que la mère, quand elle cuisine avec beaucoup d'émotion et le seul objectif est que mes enfants mangent bien, n'est-ce pas? Et je pense que manger malbouffe quelquefois, une ou deux fois par une semaine, c'est bon. Oui. Mais la seule question que vient dans mon esprit est qu'on dit que cuisiner chez nous est très bon, manger les légumes et les fruits sont très, très bons pour la santé. Mais de nos jours, on utilise beaucoup de pesticides sur les légumes et les fruits qu'on mange et à cause de ça, les gens souffrent les maladies comme le cancer aussi, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on mange? C'est la seule question. Cuisiner à la maison, c'est l'alimentation bonne ou manger la bouffe, c'est la même chose, je pense, n'est-ce pas? C'est la question qui vient chez mon esprit. Il n'y a pas de question. Je voudrais partager mon opinion. Qu'est-ce qu'on mange chez nous ou dehors notre maison ou dans le restaurant? Qu'est-ce qu'on mange? Là, c'est une vraie question de traçabilité, de savoir d'où viennent les produits qu'on nous prépare. Et ça c'est vraiment une question très importante, effectivement, de nos jours. En France, on a mis en place, quand on va au restaurant ou quand on va dans un magasin, la provenance, ou même sur le marché, la provenance doit être indiquée. Mais est-ce que les contrôles sont suffisants? Est-ce qu'il y a des moyens de tricher? Ça, c'est tout à fait possible, malheureusement. Et contrôler tout,
c'est pas non plus forcément facile. Donc, on en revient à devoir, on va cultiver nos potagers et puis on s'en sort. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas possible de nos jours. Mais quand j'étais en France au mois de mai, j'ai vu que sur toutes les alimentations, on peut voir les noms comme A, B, C, D, selon la quantité de sucre, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas, ça se marche ici en Inde, je ne sais pas. Merci beaucoup, merci. Merci, Leslie. Merci, Cécilia. Et bien sûr, à la fin, on peut dire qu'il faut se connecter avec la nature. C'est la grande solution que nous avons pour nous. Et je vous remercie profondément, Cécilia, d'être venue animer cette séance aujourd'hui. C'était super enrichissant pour nous. Et c'était votre l'heure de déjeuner, mais quand même, vous êtes venus. Alors maintenant, vous allez bien manger. Je vais aller déjeuner. Mais je tiens à dire, si vous me permettez, Jay, simplement, je trouve que vous avez tous un français absolument excellent. Et je sais que c'est une langue qui est très compliquée. Et les Français, nous avons une gratitude infinie pour toutes ces personnes qui prennent le souci, la difficulté de venir s'intéresser à notre langue et à notre culture. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu parce que c'est des amis comme vous qui venaient de temps en temps et qui nous aident à vraiment embellir cette langue. Merci d'être venu, Cécilia. Et merci à tous les participants. Monsieur, merci Cécilia, merci aussi pour organiser cet atelier. Merci beaucoup. Merci Rajni. Merci tout le monde d'être venu. C'est grâce à votre soutien. Merci monsieur, merci Cécilia, merci tout le monde. Alors à la fin, on va dire mangez bien, restez en forme et comme on a dit, la santé c'est la première richesse. Donc prenez soin de ça et prenez soin de vous. Merci. Bonne soirée et Cécilia, bonne journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.